De retour au bulletin, la course à la direction de Projet Montréal se précise. 3 personnes ont déposé leur bulletin de candidature avant la date limite du 22 octobre. Alors sont en lice la conseillère de Ville-Marie, Valérie Plante, le conseiller de Rosemont-la-Petite-Patrie, Guillaume Lavoie, et notre invité de la semaine, aussi conseiller de Rosemont, François Limoges. Né à Montréal, François Limoges est impliqué depuis longtemps en politique municipale. Après un passage dans les années 90 au RCM, le parti du regretté maire Jean Doré, il s'est joint à Projet Montréal en 2006. Durant ses études en sciences politiques, il a siégé au conseil d'administration de l'UQAM durant 3 ans. Par la suite, il a œuvré comme consultant en communication stratégique, autant pour des entreprises privées que pour des groupes sociaux. Élu conseiller de ville du district Saint-Édouard en 2009, il a été président du caucus de Projet Montréal et membre de plusieurs commissions du conseil municipal. Il est présentement porte-parole de Projet Montréal en matière de ville intelligente, de droits humains et d'affaires juridiques. Il est aussi leader adjoint de l'opposition officielle. François Limoges, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Pourquoi avoir déposé votre candidature pour être chef de Projet Montréal? Mais parce que je crois que je peux amener Projet Montréal à une victoire en 2017. Si je ne le croyais pas, je ne l'aurais pas fait. Et parce que j'ai une vision de Projet Montréal. Je pense que chaque candidat incarne une vision différente de ce parti en ce moment. Et la vôtre, quelle est? Et la mienne, elle est très claire. C'est une vision qui est un renouvellement, mais dans la continuité. Je crois que Projet Montréal a une histoire. Ce n'est pas qu'une coquille vide, ce n'est pas qu'une enveloppe. C'est un parti qui représente la volonté de vivre ensemble, entre autres de familles qui se réapproprient la ville. C'est le parti des gens qui disent ceci n'est pas qu'un lieu de passage pour les voitures, ceci n'est pas qu'un lieu de fonctionnalité, ceci est un lieu de vie. C'est une tendance qu'on voit dans le monde depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que les classes moyennes réinvestissent les centres-villes, ce qui n'était pas le cas de 1950 à 2000. Là, la classe moyenne était à l'extérieur des grands centres urbains. L'espèce d'effet trou de beigne. L'effet trou de beigne. Alors, il y a des gens qui reviennent et qui disent « ça, c'est le milieu de vie où je veux m'investir ». Et Projet Montréal, je pense, représente les valeurs de ces gens-là. Et je veux représenter les valeurs de ces gens-là, c'est-à-dire que je crois qu'on peut agir au niveau local, embellir la ville un coin de rue à la fois. Je crois qu'il faut quand même, Projet Montréal, il y a le mot projet, il faut proposer des grands rêves métropolitains qui vont donner aux Montréalaises et aux Montréalais envie de s'investir dans cette vision-là. Et quels sont justement vos grands rêves pour Montréal? Le plus important, je pense, c'est mon plan de mobilité, qui est le plan de mobilité 1045. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une volonté de dépolitiser les investissements en transport collectif. Depuis toujours, vous savez, les investissements en transport collectif suivent les volontés politiques, les modes, un peu l'air du temps. On fait ça selon l'air du temps. Alors, certains laissent entendre d'ailleurs que le choix pour le REM, le train de la Caisse, d'aller plus vers l'ouest que vers l'est, c'est un choix politique. Bien, je ne sais pas si c'est politique, mais il n'y a pas de... C'est une volonté du gouvernement du Québec au minimum. C'est une volonté qui est là, mais on ne sait pas pourquoi. Et les élus de l'Est veulent le prolongement de la ligne bleue vers Anjou. Certains vont pousser pour le SRB. Il y a des intérêts qui jouent là-dedans. Moi, je dis que le transport collectif devrait être comme les hôpitaux, comme les casernes de pompiers, comme les écoles, établi en fonction de cibles rigoureuses et scientifiques. Et à ce moment-là, quelle serait la cible par le 10-45? J'imagine que c'est des chiffres qui veulent dire quelque chose. Exactement. Là, vous me devancez. C'est de faire un engagement avec des enquêtes origine-déplacement très précises avec les données de nos jours qu'on peut obtenir par les téléphones intelligents. Ce que l'OMT fait d'ailleurs régulièrement, de ce type d'enquête-là. Oui, et la Ville est en train de développer une application mobile pour ça. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Et c'est de faire l'engagement que tout Montréalais ou Montréalais est à 10 minutes de moyen de transport collectif et à 45 minutes de sa destination, peu importe la direction. 10 minutes à pied? 10 minutes à pied. OK. 10 minutes à pied et en temps, incluant le temps d'attente. OK. Donc, c'est pas marcher 10 minutes puis attendre une demi-heure. C'est vous sortez de chez vous et en moins de 10 minutes, vous êtes dans un véhicule de transport collectif. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer ce que coûteraient ces engagements-là? Parce que ça peut être coûteux quand on sait que certaines lignes d'autobus sont aux 30 minutes, aux heures de pointe. Une des choses intéressantes, c'est j'inclus, moi, le développement d'un secteur privé là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut privatiser la STM ou que tout développement doit être par le privé. Mais il doit y avoir un apport du privé en mobilité collective. Ça peut être en libérant les véhicules en libre-service, en permettant leur utilisation partout sur l'île de Montréal, incluant au centre-ville. Mais pas que ça. Il peut y avoir il faut revoir la notion de covoiturage commercial pour que des entrepreneurs locaux
dont le siège social est au Québec et qui payent leurs impôts au Québec, puissent développer des applications pour offrir des services de navette ou de taxibus. Ça, pour les secteurs où il y a effectivement moins de densité, comme Rivière-des-Prairies, Pierrefonds, c'est clair que ce n'est pas demain qu'on va construire une station de métro à Pierrefonds, là. Alors, ça prend... Le privé a une part à jouer là-dedans, mais pas seulement. Et effectivement, il faudra investir dans la STM, dans des modes de transport lourds, à la hauteur, soyons honnêtes, de plusieurs centaines de millions de dollars, voire d'investissements qui vont aller dans le milliard. Mais ce n'est pas une dépense et ça n'appauvrit pas les finances publiques dans la mesure Pour où... vous, c'est un investissement? Pour moi, c'est un investissement. Si on peut éviter à des Montréalaises et des Montréalais l'achat du deuxième et du troisième véhicule. Vous savez, quand on est un peu excentré, là, ou même quand on est au cœur de la ville. J'ai une amie qui habite Masson, Iberville. Là. On est en plein cœur de Montréal. Elle travaille à Dorval, première voiture. Son conjoint travaille dans le West Island aussi, deuxième voiture. Alors, moi, je comprends... Situation qu'on peut voir aussi dans des arrondissements comme La Salle ou Montréal-Nord, la Chine, oui. Quelqu'un qui habite Nouveau-Rosemont, mais qui travaille à Sainte-Justine. Automatiquement besoin d'une voiture. Et moi, j'en ai pas contre la première voiture, mais la deuxième et la troisième coûtent très, très, très cher collectivement. En retard, en coût économique, en coût sur les infrastructures et en argent pour les ménages. Une voiture, une deuxième voiture ou une troisième voiture, c'est 60 à 120 000 $ par décennie. C'est beaucoup d'argent qui ne vont pas ailleurs, qui ne vont pas au restaurant, qui ne vont pas dans des hôtels, qui ne vont pas dans des vacances, qui ne vont pas dans l'achat d'un chalet. Alors, c'est de l'argent qui n'est pas investi ici. Je veux qu'on vienne aussi sur le bilan que vous dressez de l'administration Coderre, qui est en poste depuis 2 ans et demi, tout juste 3 ans. 3 ans, tout près 3 ans, oui. Quel bilan dressez-vous de l'administration du maire Coderre? Mon Dieu, c'est l'administration, d'un point de vue personnel, là, c'est l'administration la plus néfaste que Montréal ait connue depuis longtemps. Pire que parce que vous étiez élu sous Gérald Tremblay. J'ai vécu la fin de Gérald Tremblay. J'ai vu comme observateur les 2 premiers mandats de Gérald Tremblay. Puis, vous le disiez, moi, j'étais au RCM dans les années 90. Alors, j'analyse la politique municipale depuis très longtemps. Mais oui, puis, surprenamment, là, bon, c'est dur de battre l'incroyable... toute l'histoire de corruption et collusion que Gérald Tremblay... Gérald Tremblay et ensuite de ça, Michael Applebaum exact. Aussi. Ça, c'est une tâche indélébile. Mais cela mis à part, moi, j'en reviens pas, l'administration Coderre est en train presque de faire bien paraître certains pans de l'administration Mais Tremblay. qu'est-ce que vous reprochez exactement au maire Coderre? Il n'y a rien, il n'y a aucun legs durable. Tout est improvisé, tout est partisan. L'administration Coderre n'est qu'un plan de communication. C'est-à-dire que ça se résume à pouvoir faire une annonce, la faire circuler dans les médias, avoir l'air du bon père de famille là, qui gère bien. Alors, il y a un incident dans l'actualité, on réagit par une ligne un peu simpliste, puis après ça, on met toute l'administration publique au service d'essayer de faire fonctionner ça. Mais comme c'est improvisé, comme ça n'a pas été fouillé, comme ce n'est pas basé sur la science, comme ce n'est pas basé sur des faits, bien, ça échoue. Alors, on se retrouve avec des règlements écrits sur des napkins. Là, je prends celui sur la gestion animalière dernièrement, mais la volonté la volonté de continuer avec P6. Le maire... Qui est le règlement sur les manifestations. Sur les manifestations. Le maire Coderre, à peine arrivé en mandat, nous promettait qu'il allait fermer tous les salons de massage à Montréal. Ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des lois. Ensuite, il était allé à la nuit blanche. Toujours de l'improvisation. Il était allé à la nuit blanche. Là, il voulait ouvrir les bars jusqu'à 6 heures du matin. Il s'est fait complètement ridiculisé devant la Régie des alcools, des courses et des jeux parce que le dossier n'était même pas bien préparé. Il était allé à New York. Tout le monde qui va à New York dans la dernière décennie voit la High Line, voit Broadway qui est maintenant piétonne, voit... Le High Line qui est une espèce une ancienne... Qui est un parc linéaire sur une voie ferrée. Exact, voilà. Alors, les gens remarquent ça. M. Coderre est revenu, il a vu des stationnements étagés. Et là, il voulait une politique des stationnements étagés. Ce n'est que de l'improvisation pour remplir l'actualité. Il n'y a rien de pérenne là-dedans. Il nous reste peu de temps. Je veux parler avec vous de l'opposition que vous offrirez au maire Coderre avant l'élection, parce que si vous êtes élu chef de Projet Montréal, vous aurez à siéger comme chef de l'opposition officielle au conseil de ville pendant un peu moins d'1 an. Exact.
Quel genre d'opposition voulez-vous offrir au maire Coderre? Quelque chose qui est peut-être plus un peu dans la veine de ce que Luc Ferrandez a fait comme chef par intérim, vigoureux, quelque chose de plus consensuel. Comment voyez-vous Je votre vais rôle? sortir le débat de l'hôtel de ville. C'est-à-dire que pour l'année qui reste, oui, il faudra s'opposer. On est l'opposition officielle. Il faut s'opposer, il faut lire les dossiers, puis on le fait très bien, là. C'est être capable de dénoncer les dérives qu'on voit. Mais le vrai combat en 2017 ne sera pas à l'hôtel de ville. Il va être en dehors de l'hôtel de ville. Il faut ouvrir. Donc, peut-être Projet moins Montréal. d'efforts pour vous en chambre, Moins d'efforts dans en la chambre, salle. beaucoup d'efforts à aller rassembler des gens autour de Projet Montréal, à leur demander qu'est-ce qu'ils veulent comme métropole, qu'est-ce qu'ils veulent comme ville de Montréal, les accueillir, les rassembler. Et en selon faire des vous, c'est candidats. essentiel, Oui. qu'il y ait une union des partis d'opposition pour être capable de battre le maire Coderre? Parce qu'on Je on pense sait que, qu'il bon, doit y à avoir- la date où on enregistre, on a entendu parler de discussions de fusion avec, entre autres, Vrais changements pour Montréal. Je pense qu'il doit y avoir une union des forces vives qui aiment Montréal. Et là, je ne parle pas juste des partis, je parle des forces vives de la société civile, je parle des leaders locaux, je parle des gens impliqués dans leur quartier. Il doit y avoir une union des forces vives pour dire, voilà, nous voulons une administration qui est rigoureuse, qui aime Montréal, qui va donner de l'amour à Montréal et qui s'investit dans la métropole. Et en terminant, dans l'éventualité où vous n'êtes pas élu chef de Projet Montréal, est-ce que vous restez tout de même conseiller municipal et vous vous représentez à la prochaine élection? Oui, bien sûr. Moi, je suis un homme d'engagement. J'ai fait 2 mandats. Je termine mon 2e mandat comme élu de Projet Montréal, mais j'étais à Projet Montréal bien avant d'être élu. En 2006. Je suis là depuis 2006. Je crois foncièrement au potentiel de cette ville. Et pour l'instant, ce combat-là pour faire rayonner Montréal n'est pas terminé. Je ne dis pas que je ne ferai que ça de ma vie professionnelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la place à d'autres aussi. Mais il y aura un moment pour ça. Mais pour l'instant, ce combat-là n'est pas terminé. D'accord. Bien, on vous laisse justement, votre téléphone sonnait beaucoup parce que vous êtes en pleine campagne. On vous laisse justement à votre campagne, donc le vote qui aura lieu dans tout juste un mois, début du mois de décembre. François Limoges, donc conseiller de ville du district de Saint-Édouard, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci à vous.